Donc, bonjour à tout le monde et merci d'être si nombreux aussi aujourd'hui pour ce troisième colloque de cette petite série sur le vieillissement en santé, Healthy Aging. Donc, nous avons eu en tout premier lieu un panorama assez détaillé du concept Healthy Aging par la professeure Sadhana de l'OMS qui a développé un concept là autour. Ensuite, une intervention très exhaustive également sur l'importance du parcours de vie pour le vieillissement en santé, le lien avec la crise actuelle du Covid. Et puis aujourd'hui, une approche encore complémentaire qui portera plus sur les liens avec l'environnement des personnes âgées et le rôle de cet environnement dans le healthy aging, alors que les précédentes interventions étaient plus centrées sur l'individu lui-même, on va dire. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la professeure Valérie Hugon-Tobler, qui a une formation de sociologue, qui est actuellement co-doyenne du laboratoire de recherche santé sociale à la Haute École de travail social et de santé ici à Lausanne. Elle a mené de nombreux travaux sur les politiques en lien avec le vieillissement, également sur justement les interactions que les personnes âgées peuvent avoir avec leur environnement, qu'il s'agisse d'interactions sociales, mais aussi des interactions avec leur environnement construit ou ce qu'on peut leur apporter comme accompagnement permettant le maintien à domicile et également sur le rôle vraiment de l'habitat dans la vieillesse avec un rapport qui a été édité sur ce sujet. Donc, je te laisse la parole, Valérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurence. Alors tout d'abord bonjour à tout le monde. Merci à Laurence Zémater et Yves Anchaud pour cette invitation. Alors je vais tester tout de suite le partage d'écran. Visiblement, est-ce que vous voyez, est-ce que ça fonctionne? Parfaitement. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, je voulais indiquer en préambule que je suis sociologue, c'est vrai, pas sociologue de la santé, et puis que mes travaux ne s'intéressent d'ailleurs pas directement à des questions forcément liées à la santé, même si, alors je travaille bien à la Haute École de travail social et de la santé, mais j'ai clairement une orientation, une inscription plutôt dans le volet santé que social. Alors c'est vrai que dans mes différents travaux de ces dernières années, eh bien, je m'intéresse aux conditions du vieillissement, aux politiques sociales qui cadrent le vieillissement, aux dispositifs d'accompagnement mis en place pour les personnes âgées. Et puis cette question du vieillissement en bonne santé ou du bien vieillir, elle est abordée de manière parfois peut-être indirecte à travers différentes enquêtes, hein. Quand je m'intéresse notamment aux structures intermédiaires, aux prestations qui sont apportées au domicile ou encore dernièrement à des nouvelles formes d'habitat alternatif. C'est comme ça que j'ai été amenée à m'intéresser plus spécifiquement, comme tu le disais justement, à la question de l'habitat et des territoires de vie, hein. Et puis c'est sur ces aspects que je vous propose donc de revenir ce matin. Alors, pour vous situer peut-être un petit peu mon propos, j'ai vu que Raphaël Bise était présent visiblement, donc ça lui rappellera des souvenirs, hein. Mes travaux que j'ai menés, donc là en l'occurrence c'est un exemple d'une enquête interdisciplinaire qui a été réalisée avec Raphaël Bise justement, de l'IEMSP et sa collègue Sarah Corna, géographe à l'époque, donc une enquête interdisciplinaire, avec Dominique von der Mühl, également urbaniste à l'EPFL. Donc, l'idée était vraiment ici de travailler sur un territoire, hein, un territoire plutôt urbain, sur différents quartiers à Lausanne, avec comme objectif de déterminer les pratiques de mobilité des personnes vieillissantes et des effets de l'environnement construit sur leur qualité de vie, sur leur mobilité, sur les relations sociales qu'ils étaient amenés à développer, qu'est-ce qui se présentait comme des obstacles ou au contraire comme des facilitateurs. L'intérêt de ce type d'enquête, c'est vraiment d'étudier comment la production d'espaces dans lesquels finalement les constructions spatiales, hein, que ce soit l'aménagement, les équipements, les organisations, mais aussi les constructions sociales permettent finalement de favoriser le bien-être et la santé des populations concernées.
Donc c'est vraiment à travers l'étude de ces espaces de mobilité proches du domicile, hein, souvent, qu'on soulève finalement cette question de la production de ce que les auteurs appellent donc ces territoires du bien vieillir. Donc des territoires qui sont assimilés à des espaces de bien-être caractérisés par une continuité des pratiques quotidiennes des personnes âgées dans leur référentiel comme ça spatio-temporel. C'est aussi donc l'idée d'observer vraiment in situ, là, en l'occurrence, les mobilités des personnes âgées, d'appréhender leurs habitudes de vie et avoir une meilleure compréhension des usages et de leurs pratiques du territoire de proximité au quotidien, en intégrant tant la dimension sociale que spatiale de la mobilité. C'est aussi des enquêtes comme celle que nous avons réalisée là, hein. On était sur un territoire très urbain. Là, j'en évoque juste une autre qu'on a réalisée avec Nicole Braque, toujours en lien avec cette notion de territoire. C'est une étude qu'on a menée sur mandat du réseau Santé Haut-Léman, sur un territoire, cette fois-ci de moyenne montagne, hein, le plateau Villard-Griand, qui offre cette spécificité en fait d'avoir un vieillissement particulièrement important, une espérance de vie élevée, mais une population particulièrement vieillissante, avec des infrastructures finalement à questionner par rapport à ce qui est mis en place, par rapport aux besoins, aux attentes des publics vieillissants sur ce territoire. Donc un contexte assez spécifique, hein, et puis le but était de mieux cerner et définir les besoins de cette population particulièrement vieillissante. Toujours en lien peut-être un troisième projet qui s'est intéressé plus spécifiquement à quelque chose d'un petit peu plus proche. La définition, c'est aussi une autre manière d'entrer finalement sur ce sujet. La définition des politiques publiques en faveur des personnes âgées. Et puis là, on s'est intéressé plus particulièrement à la manière dont les communes, donc au niveau local, allaient définir une politique d'action auprès ou en faveur des personnes âgées. Donc ça a été un projet pilote mandaté par l'association Lausanne Région et la DGCS, enfin encore le SASH à l'époque, qui était assez intéressant, qui représentait alors uniquement entre guillemets ces 27 communes du canton de Vaud, mais qui représente pratiquement le 40% de l'ensemble de la population du canton, avec des fortes disparités justement de territoire, hein. Lausanne était inclus, mais également des communes comme Botan ou Joutan-Mézery, par exemple. Donc l'idée était vraiment de présenter un état des lieux, puis un diagnostic de ce qui existait en matière de prestations sociales et gérontologiques pour les personnes concernées sur ces territoires. Et ça a permis de développer par la suite une boîte à outils finalement pour les politiques locales et prochainement la mise en place d'un référent aux personnes âgées pour ce territoire spécifique. Et puis la dernière enquête que tu évoquais, alors non, les principales sur lesquelles je vais revenir ce matin, là c'est donc plus récemment, on a eu l'occasion donc de publier ce quatrième rapport, le fameux Age Report, avec François Pflinger à Zurich et Dario Spinil, le directeur du NCCR Lives. C'est donc une enquête qui a été publiée la première fois en 2004 et puis qui est répétée tous les 5 ans, donc avec une enquête quantitative réalisée auprès de plus de 2500 personnes âgés de 65 ans et plus. Et pour la première fois, c'était la 4e édition, c'est la première fois qu'on a pu réaliser cette enquête vraiment sur toute la Suisse, parce que jusque-là, elle avait été réalisée uniquement pour la Suisse alémanique. Mais là, ça nous permet d'avoir pour la première fois des données donc, sur l'ensemble des cantons avec la Suisse romande et le Tessin qui ont été inclus et une publication dans les 2 langues. C'est un projet qui a été financé par la Fondation Age à Zurich et la Fondation Lennart à Lausanne. Donc c'est d'une part un suivi longitudinal en fait, hein, voir comment dans le temps finalement se modifie et évolue ce rapport à l'habitat et au logement chez les personnes âgées, avec une partie de l'ouvrage plus un focus, là en l'occurrence qui était axé sur des populations vulnérables et les enjeux face au vieillissement par rapport à ce qui relève de l'habitat.
pour des personnes en situation de vulnérabilité. Donc c'est sur ces différents travaux, en particulier quelques éléments de cette dernière étude, donc du rapport Age, que je vais m'appuyer pour ma présentation de ce matin. Alors tout d'abord, peut-être vous proposer d'évoquer deux distinctions qui me paraissent nécessaires quand on aborde la question de l'habitat de manière générale, mais pardon, aussi plus spécifiquement en lien avec le vieillissement. Tout d'abord, on parle du logement ou de l'habitat, ou comment on passe de la réflexion sur le logement à l'habitat. Du point de vue des politiques sociales, la réflexion sur le logement, alors elle est bien entendu pas nouvelle, hein, mais c'est aujourd'hui sous une forme différente qu'elle est mise en perspective avec le vieillissement démographique. Historiquement, le logement, c'est vraiment un des nœuds de la question sociale, qui par essence, ça date du 19e avec le développement de la société industrielle. Et c'est une réflexion qui a été menée pour faire face à la paupérisation à travers la révolution industrielle d'une partie de la population, notamment avec des flux migratoires importants, ce que décrit bien Luca Pataroni et ses collègues. Donc les politiques sociales, elles vont dans un premier temps s'intéresser aux conditions de logement ou à l'amélioration des conditions de logement comme moyen d'assurer finalement plus de justice sociale. C'est une question qui a longtemps été articulée à des publics souvent plus jeunes, à des familles, hein, et la réflexion sur le logement des personnes vieillissantes est nettement plus récente. Je dirais qu'elle date de la fin du siècle dernier. La réponse qui est apportée par le politique, dans un premier temps, c'est celle de la production massive de logements, hein, historiquement au XXe siècle, dans le cadre du développement de l'État-providence. Mais on se rend compte que cette réponse quantitative, en fait, plus de logements ne permet pas de répondre aux diverses attentes qui sont en jeu autour des logements. Donc, on ne peut pas réduire le logement à une cellule et puis faire abstraction du fait qu'il est inscrit dans un contexte particulier. Donc, cette conception essentiellement quantitative, dans un premier temps, elle occulte des dimensions plus qualitatives qui sont liées au logement, et on va inventer au fil du temps cette notion d'habitat qui va permettre d'élargir le regard porté sur le logement, avec finalement une extension comme ça du champ descriptif, hein, qui va permettre de prendre en compte d'une part les différentes dimensions de la relation entre l'humain et le lieu où il réside, ce qui relève donc des usages, des pratiques du logement, de la dimension affective, des dimensions identitaires, mais aussi des normes et des coutumes qui sont liées au lieu de vie. Et puis d'autre part, le contexte social et le contexte spatial dans lequel va s'inscrire ce logement qui doit être appréhendé également. Donc parler d'habitat, hein, plus largement que de logement, me semble pertinent dans le sens où on va vraiment interroger les liens dynamiques et complexes entre les modes de vie et le cadre matériel. Donc le logement à proprement parler, avec ses dimensions architecturales notamment, mais aussi plus largement l'environnement construit et tout ce qui lui donne forme, hein, alors, également tout ce qui le cadre, les lois, les standards de construction, les traditions architecturales, les politiques publiques, etc. Une deuxième distinction qui me semble intéressante, c'est celle que proposent notamment Kevin Charras, Fanny Serres ou Colette Hénard. C'est une distinction entre vivre et habiter. Ils évoquent cette dimension psycho-environnementale, hein, quand on parle de la territorialité, pour laquelle la notion de chez-soi va renvoyer à un point central des déplacements, l'idée d'un abri, d'une part, d'un attachement au lieu d'appropriation. Donc, et d'autre part, cette dimension architecturale. Donc, l'idée de cette dimension psycho ou de cette perspective psycho-environnementale, c'est vraiment l'idée de distinguer cette notion d'habiter du simple fait de vivre dans un lieu ou de résider. On peut vivre quelque part sans forcément s'y sentir habitant, hein. Le fait de vivre dans un lieu implique, dans son sens premier ou primaire, de subvenir à ses besoins, de survivre d'une certaine manière, ou de s'adapter à des conditions parfois hostiles ou peu adaptées, qui vont nécessiter d'adapter un certain nombre de comportements. Habiter, à l'inverse, va renvoyer à une notion de territorialité,
Donc l'idée de s'implanter dans un lieu, de se l'approprier, de s'y projeter, afin de subvenir à des besoins qu'on va pouvoir qualifier du coup de supérieurs, hein, l'idée de besoins sociaux, de besoins identitaires, de besoins d'épanouissement, etc. Donc on retrouve bien ce que Geneviève Larocque, qui à l'époque était la présidente de la Fondation française de gérontologie, disait ma maison, c'est mon repère et mes repères, et mon repère. Donc l'idée d'un repère, d'un lieu qu'on contrôle, dans lequel on a son histoire, son identité qui est inscrite et une certaine maîtrise finalement sur cet espace. Donc l'idée de cette appropriation, hein, avec ses composantes affectives, identitaires, perceptives, va transformer l'espace en territoire qui est lui-même le support de l'identité de ses habitants. Donc s'approprier un lieu d'une certaine manière, c'est le modeler, le rendre familier aux yeux de ses habitants, c'est s'y ancrer, mais pour que petit à petit aussi, il s'ancre d'une certaine manière en nous. Donc habiter, il y a cette idée de réciprocité hein, qu'évoque Charras et Serres, en disant, eh ben, on habite un lieu qui finit aussi par nous habiter. Donc le chez-soi, ce que les anglophones appellent home, c'est vraiment le lieu de confort, de sécurité qui va être peuplé d'objets, de compagnons familiers, de l'existence au quotidien, mais aussi un lieu où, quelle que soit l'étape de vie, les occupants gardent finalement une maîtrise, sont responsables et une certaine autonomie. Ce qui nous amène quelque part à cette définition du bien vieillir, hein, qui est souvent fortement corrélée finalement à des notions de dignité, de choix, d'autonomie et d'autodétermination. Et puis cette réflexion sur le choix du lieu de vie, sur le fait de pouvoir rester là où on a vécu jusqu'à maintenant, est quelque part complètement s'ancre très très bien dans cette perspective. Donc ces développements, on a vu des développements en termes de politique sociale qui ont sécurisé les parcours de vie, mais aussi finalement le développement, l'idée de la préservation, du maintien de l'autonomie, du choix de vie, se traduit aussi plus récemment par des dispositifs qui vont permettre soit d'avoir des moyens, le cash for care, de se payer un certain nombre de services ou de choisir également des lieux, des types de prestations, des services ou des lieux de vie qui vont être adaptés à la carte en fonction de la situation de chacun. Donc c'est vraiment dans ce concept que cette réflexion sur l'habitat et la question du lieu de vie, qui est considéré comme un élément incontournable du respect de la dignité et de la volonté individuelle, se développe ces dernières années. Donc on va vraiment, on voit que dans le canton de Vaud, en tous les cas, on va vraiment, mais de manière plus large, je dirais également, hein, dans cette direction avec une forte orientation finalement des prestations vers le domicile, même si l'EMS, qui a longtemps a été aussi un refuge pour les indigents notamment, mais reste aujourd'hui évidemment dans beaucoup de situations encore incontournable. Mais on voit bien qu'il y a un déplacement d'une certaine manière aussi. On a eu une espèce de vague du tout vers le domicile à partir des années 90, je dirais, et puis avec notamment des moratoires aussi sur la construction des EMS à une certaine période, dans les cantons de Vaud et Genève en particulier. Et puis aujourd'hui, on voit un déplacement plutôt vers le tout ou beaucoup sur l'intermédiaire ou d'autres formes de logement sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, qui permettraient ainsi d'éviter une transition vers l'institution d'hébergement notamment. Alors, petit rappel, vous connaissez tous cela, hein, mais l'idée que le domicile privé est vraiment quelque part la définition aujourd'hui correspond complètement à cette norme du bien vieillir, avec une immense majorité des personnes âgées, y compris très âgées, y compris avec des problématiques de santé parfois très avancées, qui vivent à domicile, hein. Cette idée du domicile qui est le refuge comme ça de l'image de soi, d'une certaine manière, mais qui parfois peut aussi devenir le domicile poussé assez loin dans certaines circonstances, et quand la santé notamment est très dégradée, qui peut devenir aussi finalement un lieu de soins plus qu'un lieu de vie. Vous connaissez certainement tout ça aussi, mais c'est vrai que moi ça me frappe toujours dans les études qu'on a pu réaliser sur les prestations notamment
de maintien à domicile, de voir parfois des situations où on avait plus d'une vingtaine d'intervenants sur une semaine qui s'introduisaient d'une certaine manière dans cet espace intime et très privatif chez des personnes âgées qui du coup devenait un lieu de passage des professionnels avec un risque de dépersonnalisation parfois très fort et puis de perte effectivement de ce sentiment alors d'autonomie mais aussi de maîtrise de son espace à soi. Alors, je vous ai remis là 3 chiffres clés qu'on a dans notre rapport âge concernant la vie en EMS. Donc, l'idée du recours qui se fait effectivement de plus en plus tardivement. Les résidents, un tiers des personnes hébergées en EMS sont des personnes qui ont plus de 90 ans. Vous voyez que l'âge moyen d'entrer dans un EMS pour la Suisse, là c'était fin 2016, il est à près de 82 ans. Dans le canton de Vaud, c'est encore plus élevé, on est à plus de 83 ans. Donc on voit bien que là, non seulement la proportion de personnes en EMS dans le canton de Vaud est encore plus basse et l'âge d'entrée est encore plus élevé. Idem pour la durée moyenne de séjour en EMS qui est estimée à 2 ans et demi sur l'ensemble de la Suisse. Dans le canton de Vaud, on est plutôt autour de quelque chose de l'ordre de 18 mois. Donc ce qu'on observe, c'est qu'on a depuis les années 60, une proportion de personnes âgées en EMS qui n'a cessé de diminuer. Là, je vous ai remis la comparaison entre le début de ce siècle et puis les derniers chiffres qu'on a publiés là en 2019. On voit très bien qu'en l'espace d'une quinzaine d'années déjà, la proportion par tranche d'âge, elle a plutôt tendance à diminuer. Là, vous voyez en bleu pour les hommes à gauche, pour les femmes à droite, la proportion, alors elle augmente certes avec l'âge. Chez les femmes, on voit bien que c'est à plus de 90 ans seulement qu'on a, même pas la moitié, c'est à partir de 95 ans chez les femmes qu'on trouve la moitié dans cette cohorte de personnes qui vivent en EMS, le reste sont encore à domicile. Mais on voit que la proportion a plutôt tendance à baisser. Alors c'est effectivement lié au fait que les gens vivent plutôt en meilleure santé, plus longtemps, et puis qu'on développe effectivement des services d'aide et de soins à domicile qui permettent, et des structures intermédiaires qui permettent aux gens de rester plus longtemps chez eux. Ce qui correspond bien sûr à ce souhait relevé souvent par les personnes, les individus eux-mêmes, et puis aussi à cette orientation politique avec cette idée que le suivi ambulatoire et l'accompagnement à domicile revient moins cher et moins coûteux finalement qu'en institution. Alors si ma slide on peut bien passer. Quelques résultats de l'enquête AGE. Tout d'abord, quelques éléments. Donc là, je vous parle des personnes qui vivent à domicile. Notre enquête a aussi porté sur des personnes vivant en institution, mais là, en l'occurrence, je reprends les données pour les personnes qui vivent à domicile. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est qu'en dépit d'une fréquence de maladies chroniques qui est finalement relevée, qui parfois est élevée, le pourcentage de personnes qui s'estiment être en bonne santé, donc l'estimation de la santé subjective a plutôt tendance à augmenter au fil du temps et par rapport, on a donc un recul maintenant par rapport à la première enquête qui date de 2003, donc plutôt une estimation meilleure, plus positive dans le temps, lorsque les personnes, les interviewées sont interrogées. Les valeurs qui ressortent de notre enquête sont très positives, vous le voyez, avec 70% de l'ensemble des répondants qui estiment avoir une bonne, voire une très bonne santé. Néanmoins, on a effectivement et puis également, pardon, des choses qui sont assez élevées pour les personnes de 80 et plus, donc les très âgées, puisqu'elles aussi, donc 15% des cas indiquent avoir une santé très bonne et 45% des cas une bonne santé, donc 60% plutôt ou en bonne ou très bonne santé, et puis 40% qui estiment leur santé plutôt médiocre ou mauvaise. Alors, nos données, j'ai mis quelques points d'attention pour l'interprétation, elles sont un peu lacunaires, en particulier, évidemment, on a moins de personnes de 80 et plus, et puis, évidemment, quelques réserves dans le sens où les personnes qui ont des soucis de santé déjà ou qui souffrent de ces naissances sont déjà en EMS, et là, en l'occurrence, ils n'étaient pas
dans ces données-là. Et puis, les personnes qui souffrent, qui sont atteintes de démence ou des personnes qui peut-être étaient hospitalisées sur une longue durée n'ont pas pu être prises en compte du coup dans l'échantillon. Et puis un élément qui me semble aussi important par rapport à l'évaluation de la santé subjective et qu'on constate assez souvent, c'est que plus on avance en âge, plus la question de savoir si la santé est bonne, finalement, elle ne se pose plus exclusivement sur la base de critères objectifs, mais souvent c'est la comparaison avec les pairs du même âge, hein, qui sont peut-être, qui sont souvent plus malades ou peut-être même déjà décédés, qui est significative dans l'évaluation qui est faite de cette santé subjective. Pour beaucoup, en fait, ne pas avoir, ne pas devoir ou ne pas trop souvent devoir recourir aux soins par rapport justement à des connaissances, à des proches du même âge, qui sont beaucoup plus mal, ou être malgré tout encore en capacité de se déplacer, de pratiquer des activités, eh bien ça va conduire à une évaluation positive, alors même qu'il y a peut-être des problématiques parfois importantes. On constate aussi dans ces échantillons eh bien, des fortes inégalités, hein, des hommes et des femmes. Là, vous le voyez d'abord sur des aspects de la manière d'évaluer sa santé subjective, hein, le niveau de formation, hein, donc les hommes et les femmes qui non seulement ont des revenus plus aisés et qui bénéficient d'un haut niveau de formation, c'est pas un scoop, mais bon, ils profitent, ça se vérifie encore une fois ici, profitent plus longtemps d'une retraite en bonne santé, d'une bonne intégration sociale, que les personnes qui ont un faible niveau de revenu, dont le niveau de formation est bas, et puis leur estimation de leur état de santé est également meilleure. On constate aussi des différences qui sont pas négligeables par rapport au fait d'être né en Suisse ou pas. Donc on n'a pas indiqué, on a demandé aux personnes si elles étaient nées en Suisse ou pas, donc plutôt si elles avaient un parcours migratoire plus que la question d'une origine nationale, qui souvent ne dit pas grand-chose. Et là, on voit que les personnes qui sont nées à l'étranger se sentent généralement en moins bonne santé que celles qui sont nées en Suisse, hein, ce qui s'explique principalement par le fait que, pas tous bien entendu, mais qu'une partie des migrants sont des personnes qui ont dû travailler souvent de manière assez dure physiquement, avec des incidences sur la santé, et que de surcroît, ce sont souvent des personnes qui perçoivent des rentes relativement faibles en raison de bas salaires qui sont touchés tout au long de leur vie. Et puis les personnes, un autre élément, hein, les personnes qui vivent seules se sentent également en moins bonne santé. Les liens de causalité alors entre solitude ressentie et santé subjective peuvent être multiples. La dégradation de la santé, les limitations fonctionnelles et ou sensorielles peuvent bien entendu contribuer à l'isolement social, en raison, par exemple, d'une mobilité réduite ou de difficulté à communiquer. Et puis, inversement, le sentiment de solitude, tout comme la souffrance psychique que cela peut engendrer, peuvent contribuer à une mauvaise évaluation de sa propre santé. Par comparaison, par contre, dans le temps, hein, avec effectivement ce recul qu'on a maintenant depuis le début de ce rapport, on peut réfuter l'idée, encore une fois, selon laquelle la part des personnes âgées qui ressentent un sentiment de solitude augmenterait. On voit qu'il y a une augmentation des ménages en solo, donc des personnes qui vivent seules, enfin le nombre de ménages est de plus en plus important, mais la part des personnes qui se disent ne jamais ou presque jamais se sentir seules a plutôt augmenté chez les 65 à 75 ans en tous les cas, et elle est demeurée plus ou moins stable chez les personnes plus âgées, donc de 80 et plus. En ce qui concerne maintenant la situation de logement, alors on a cette tendance que j'indiquais en ménage de petite taille, donc c'est une ou deux personnes, évidemment, plus on avance en âge, mais avec des variations qui sont quand même assez importantes selon le sexe et puis la composition familiale. Évidemment, dans le grand âge,
une surreprésentation des femmes et puis surtout une surreprésentation des femmes qui vivent seules aussi, hein, ce qui de fait signifie peu d'aide à disposition au sein de la famille, donc un risque aussi plus important de devoir entrer en institution. On constate aussi que le taux de propriétaires est relativement élevé chez les personnes de 55 ans et plus, hein, vous le voyez sur les données qui sont indiquées là sur le premier tableau. C'est une proportion qui a augmenté au cours de ces dernières années, mais qui diminue avec l'avancée en âge, là aussi. C'est lié, encore une fois, au fait qu'on a plus souvent des personnes seules et puis des femmes seules, avec des revenus qui sont aussi moins élevés, et puis souvent moins d'accessibilité ou une nécessité de renoncer à son logement dont on était propriétaire. Ce taux de propriétaires, donc, il varie considérablement également d'une région à l'autre. En particulier, en zone urbaine, on a une proportion qui est moins importante que dans les régions plus rurales. Et puis, ces propriétaires, vous le voyez, sont nettement plus importants là, quand on est en couple, et puis en particulier les couples sans enfants, hein. On a visiblement la possibilité d'investir ailleurs que dans sa progéniture, donc c'est des taux qui sont relativement importants. En général, être propriétaire est associé à un meilleur cadre de vie et puis à une plus grande satisfaction quant au logement et puis à des possibilités d'adaptation et d'aménagement. Ce qu'on note par contre aussi, c'est que dans l'avancée en âge, en fait, les problèmes qui peuvent apparaître sont liés au fait que le logement a parfois été acquis souvent dans la période où on avait une famille et des enfants notamment. Et puis qu'une fois que les enfants sont partis, ce logement s'avère trop grand ou trop coûteux ou trop difficile à entretenir, en particulier quand il est assorti d'un jardin. Et ça, c'est quand même quelque chose qui ressort assez fréquemment. On a finalement assez rarement des personnes qui estiment que leur logement est trop petit chez les personnes de 65 ans et plus. Par contre, le fait d'avoir un logement trop grand revient assez souvent. Donc, ou avoir une plus grande surface à disposition, c'est pas forcément un plus grand confort, hein. Ça peut être justement très astreignant et ça peut être considéré comme problématique. Et puis un autre souci par rapport aux propriétaires, on dirait c'est des problèmes de riches un petit peu, mais pas seulement, je pense, c'est un peu plus complexe. C'est aussi le fait que l'implantation de ce type de logement familial acquis il y a quelques décennies, il est parfois très excentré, éloigné des services avec des choix qui sont faits effectivement dans des périodes de vie où ça correspondait peut-être à des besoins, à des attentes d'une famille avec de jeunes enfants, mais souvent éloigné de services, de commerce, de transport public ou d'infrastructures qui permettraient de garder une maîtrise de sa vie au quotidien, hein, quand on est confronté à certaines difficultés, en particulier quand on perd son permis de conduire, notamment. Et puis ça peut s'avérer vraiment très problématique. Concernant la situation économique de qui relevait dans le cadre de cette enquête, on constate, alors là aussi de manière générale, plutôt sur les années, une situation économique qui s'est en moyenne améliorée, mais avec beaucoup d'inégalités, hein, et les dépenses liées au logement et à l'énergie comptent parmi les postes de dépenses qui sont les plus importants. Pour des personnes avec des petits revenus, ça peut être des dépenses qui vont jusqu'à 50% du revenu. Et là, on considère encore et toujours, on a à l'heure actuelle à peu près 12% de personnes retraitées qui touchent des prestations complémentaires, mais on estime à plus de 20% à l'heure actuelle les personnes en âge AVS qui sont considérées comme menacées de pauvreté. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont vraiment des difficultés à faire face à une dépense non prévue. Et puis la taille du logement, elle est souvent étroitement liée évidemment aux ressources socio-économiques, mais quand le logement est parfois peu approprié ou qu'il est trop élevé, quand il s'agit par exemple de faire une demande
de prestations complémentaires parce qu'on n'arrive pas à tourner, eh bien, si le loyer est trop élevé, ça s'avère particulièrement problématique. Prosenectute, par exemple, fait assez régulièrement des soutiens finalement financiers pour payer des loyers, mais sous condition que les personnes déménagent dans un délai de 2 ans. C'est un peu les pratiques de la consultation sociale, ce qui s'avère souvent extrêmement problématique parce que trouver un logement adéquat à un prix abordable en région lémanique, en particulier avec une pénurie de logements à des prix donc accessibles, eh bien, ça limite les possibilités, donc c'est parfois extrêmement problématique. La qualité de l'environnement résidentiel, hein, donc plus largement de l'habitat, c'est un élément essentiel à la qualité de vie, alors quel que soit l'âge, mais c'est tout particulièrement le cas pour les personnes âgées qui, souvent, une fois qu'elles ont quitté leur activité professionnelle, y passent plus de temps, hein, ou d'autres moments, d'autres formes de mobilité également. Donc le logement et l'environnement résidentiel deviennent de fait des références existentielles qui sont centrales. Alors, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément utile ou indispensable que le logement soit exempt d'obstacles, hein. Un habitat adapté et aménagé de manière adaptée aux besoins des personnes âgées, en particulier à mobilité réduite, si l'accès au logement est en lui-même déjà difficile, s'il n'y a pas de possibilité de sortir de chez soi, de faire ses achats, ou s'il y a beaucoup de nuisances sonores, par exemple, ou des conflits entre voisinage, ce sont plutôt des éléments qui sont mis en avant par nos répondants. La satisfaction et puis l'attachement au lieu de résidence sont liés en fait à plusieurs facteurs. Cet attachement, d'une part, il augmente, on le voit très fortement, en fonction de la durée d'habitation dans un même logement, dans une même commune. Vous voyez ici que plus on avance en âge, hein, chez 65 à 74 ans, on a en moyenne des personnes qui vivent depuis près de 25 ans, 24 ans dans le même logement et 34 ans dans la même commune. Et puis à plus de 85 ans, c'est 35 ans dans le même logement et plus de 50 ans, un demi-siècle dans la même commune. Donc cet attachement, il est vraiment fortement corrélé à cette durée d'habitation, hein, et puis le sentiment d'être intégré, de connaître son environnement. Même si parfois, on se rend compte qu'on a des personnes qui expriment le fait de se sentir, alors tout comme le monde leur paraît devenir étranger, hein, où elles n'ont plus tellement de prise sur le monde qui les entoure, parfois qu'on des communes, des villages ou des quartiers ont fortement changé, tant en termes de population, de construction, d'aménagement. Et là, parfois, ça crée un sentiment, des formes de déstabilisation pour certaines personnes et de perte de repères. Mais dans l'ensemble, donc l'attachement au lieu de résidence varie en fonction de 2 éléments encore, au-delà de... Je vous ai listé une série d'éléments ici, mais il y a 2 éléments qui ressortent assez fortement. Tout d'abord, il est objectivement plus fort cet attachement si on habite dans une zone qui est calme et riche en espaces verts. C'est quelque chose qui est ressorti très fortement, alors que le fait de vivre dans un environnement bruyant, près d'une route notamment, réduit clairement l'importance et cet attachement au logement. À titre d'exemple, le Tessin, au Tessin, c'est intéressant, des taux qui sont moins élevés d'attachement au logement, avec des habitations en fait, qui sont souvent regroupées de par la topographie du canton, hein, un côté assez montagneux, avec finalement des zones habitées qui sont souvent regroupées le long des axes routiers. Du coup, des nuisances sonores qui sont souvent plus importantes. C'est aussi des distinctions qu'on remarque entre évidemment les régions urbaines ou plus rurales. Et puis un deuxième élément qui ressort très très fort sur l'importance de la qualité de vie et du lien entre le fait de bien vieillir dans son habitat, eh bien c'est la vie sociale et les rapports de voisinage qu'on entretient autour donc, du logement, hein, vraiment dans son environnement. Plus on apprécie les rapports de voisinage, plus on se sent attaché à ce lieu de résidence. Et puis à l'inverse, quand on ne peut pas compter sur le soutien de son voisinage ou s'il y a des conflits, on voit que c'est quelque chose qui est très réduit.
Et puis, il y a d'autres facteurs qui ont une influence sur cette satisfaction et qui participent de ce bien vieillir, hein. C'est notamment le développement, la présence d'infrastructures, la présence, la proximité de services et de commerces, l'accessibilité des transports. Et alors, évidemment, ce qui ressort aussi très fortement, c'est l'importance du statut socio-économique des moyens à disposition, hein. Plus les personnes, évidemment, sont aisées, plus elles ont des possibilités de choisir un environnement résidentiel qui leur convient et qui est favorable et qui respecte ces différents critères. Les analyses multivariées et plus détaillées qu'on a pu effectuer démontrent également que l'âge, les distinctions, enfin les différents âges, découpage par tranche d'âge, ainsi que le sexe sont finalement sans importance, très peu signifiants du point de vue de la satisfaction générale quant à l'environnement résidentiel. Par contre, comme je le disais, la région linguistique, hein, des valeurs moindres au Tessin, et les différents centres-villes campagne, et puis le fait d'être propriétaire ou locataire, typiquement, ont une incidence sur ces critères de satisfaction et sont significatifs statistiquement. L'importance, les problèmes qu'on va rencontrer dans l'environnement résidentiel, hein, qui sont souvent évoqués, vous le voyez, là on le retrouve, il y a sur l'ensemble de la Suisse et avec des distinctions par région, on voit que alors il y a des distinctions effectivement, mais le fait de ne pas avoir finalement de services de santé, des médecins, des pharmacies, le risque de se retrouver esselé, et les aspects liés, encore une fois, à la pollution sonore, hein, en particulier au Tessin, vous le voyez là en bas, sont des éléments qui ressortent de manière assez fréquente. Un peu ces éléments que j'évoquais autour du quartier ou de l'environnement qui a changé et les soucis avec les voisins. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui sont ressortis le plus souvent. Peu de mobilité résidentielle, du coup, on constate aussi que les personnes interviewées ont assez peu, souhaitent finalement assez rarement changer de lieu de vie, hein. Alors c'est aussi lié au fait que cet attachement est fort à son lieu de vie. Il est plus affirmé encore chez les plus âgés que chez les jeunes retraités. Et du coup, les personnes ont relativement peu de projets de déménagement, donc c'est des proportions qui sont vraiment très très basses. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu quand même quelques déménagements parfois dans les années qui précèdent. Souvent, finalement, les enquêtes actuelles, elles sous-estiment un petit peu la mobilité résidentielle. Là, je vous ai repris un graphique qui est un petit peu ancien, mais que je trouve quand même assez intéressant, qui avait été utilisé par Patrick Rira notamment et ses collègues sur les entrées et des sorties dans les principales grandes villes de Suisse. Alors, on est dans des villes, certes, mais quand même, il est assez éloquent, me semble-t-il. On voit très bien que la mobilité résidentielle, elle se fait essentiellement en début en fait, de vie, quand on est enfant, jeune, qu'on part se former quelque part et qu'on s'installe dans la vie professionnelle, familiale, etc. Avec encore un peu de variation sur la fin des parcours professionnels jusqu'à 60 ans, un peu de mobilité au moment du passage à la retraite, puis finalement des courbes qui s'aplatissent vraiment. Et quand il y a déménagement plus tardivement, c'est plutôt pour partir vivre en EMS. Les données qu'on a actuellement, elles ont quand même tendance à sous-estimer un peu les mobilités, dans le sens où elles ne prennent pas en compte notamment toujours la migration, donc le fait de quitter complètement le pays, et puis les déménagements dans les mêmes communes, quand on ne change pas en fait de localité, ne sont pas forcément pris en compte, et dans certaines enquêtes, on n'a pas non plus ce qui est lié à l'entrée en EMS, étant donné qu'on garde souvent la même adresse ou qu'on n'est pas forcément résident officiellement dans l'EMS. L'intention de déménager ou la probabilité ou ce qu'expriment finalement les gens par rapport à cette mobilité résidentielle, c'est très lié aux expériences de vie préalables. Donc les personnes qui ont beaucoup bougé au cours de leur vie
auparavant, dans leur parcours de vie, vont avoir peut-être une capacité ou souhaiteront plus facilement envisager un changement de lieu de vie une fois à la retraite. Et ça, c'est quelque chose qui risque de changer un peu du coup au cours de ces prochaines années. Les raisons de la mobilité résidentielle à la retraite, hein, les sociologues qui ont travaillé plus sur ces questions-là parlent soit d'une mobilité de bien-être, alors souvent c'est effectivement au moment du passage à la retraite, donc la cessation de l'activité professionnelle qui va correspondre à la recherche d'un nouveau mode de vie. Alors on va parler peut-être de mobilité de type villégiature. Alors, je prends toujours le cas classique des collègues valaisans qui ont fait leurs études sur l'arc lémanique, ils sont restés pendant leur vie professionnelle et puis repartent s'installer là où ils ont une résidence secondaire parfois. C'est un petit peu un clin d'œil, mais c'est un peu des modèles qu'on observe parfois. Et ce qui est intéressant, c'est que le choix à ce moment-là, qui souvent dans ces générations actuelles encore de personnes âgées, la mobilité résidentielle a été dictée souvent par l'activité professionnelle de l'homme. Et là, tout d'un coup, on va se retrouver avec des décisions qui relèvent plus de décisions de couple. La mobilité qu'on appelle vers un logement ordinaire, elle est souvent liée à des aspects sécuritaires et relationnels. Donc, soit on veut se rapprocher peut-être de ses enfants, de la famille ou de proches, ou liée, quand il y a de l'anticipation, à des aspects sécuritaires. Le logement ne correspond plus ou on s'inquiète, donc on va peut-être aller vers du logement protégé. Donc une mobilité, ce que Karadec appelle aussi une mobilité d'ajustement, qui répond finalement au processus de vieillissement, au fait qu'on a soit des problèmes de santé, qu'on se retrouve seul. C'est souvent dans ces moments-là que le choix va se faire pour permettre de vieillir dans de bonnes conditions. Je vous ai remis là, vous voyez donc voilà, des logiques économiques. Hein. Parfois, on est obligé de le faire parce que le logement est trop cher, par exemple. Hein, c'est pas forcément, des fois c'est une mobilité contrainte, c'est pas toujours des mobilités choisies. Puisqu'on observe aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'immobilités finalement contraintes, avec des personnes qui parfois souhaiteraient peut-être déménager, mais à défaut de trouver une alternative ou un logement qui soit abordables, ne peuvent pas le faire. Donc il y a vraiment l'idée des caractéristiques personnelles hein, liées aux trajectoires de vie de chacun et à des choix qu'on souhaiterait faire, ont une incidence sur ce choix de mobilité ou d'immobilité, mais aussi ce qui est vraiment lié à l'environnement, au choix politique, hein, mais aussi qui vont permettre ou pas finalement d'envisager cette mobilité. Avec pas forcément toujours des alternatives existantes, d'une part, en raison de la cherté, mais aussi de la disponibilité finalement des logements. Donc en termes d'alternatives, je vous ai juste mis quelques exemples de ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans ces modèles d'habitat alternatifs qui visent à mieux prendre en compte les différentes trajectoires de vieillissement, qui soient plus adaptées. Hein. On est vraiment dans cette tendance aujourd'hui de l'adaptation et de la diversification de l'offre en termes d'habitat. Donc ça va être les fameux logements protégés, par exemple, que vous connaissez certainement tous, avec structure intermédiaire entre le domicile et l'hébergement, qui permettent également d'avoir une présence sociale, communautaire, qui permet aussi des échanges, des manifestations, des relations avec le voisinage. C'est vraiment un développement exponentiel en Suisse romande ces dernières années. C'est le cas du canton de Vaud, où ça construit un petit peu partout. C'est aussi un marché immobilier, clairement, où on voit s'engouffrer à l'heure actuelle des nouveaux acteurs. C'est intéressant effectivement par rapport à cette idée de pouvoir lutter contre un risque d'isolement, de proposer une alternative à l'institution, de retarder une entrée en institution, et puis cette idée des coûts qui seraient moins élevés, mais c'est des modèles qui clairement alors, se multiplient en campagne, en ville, vous en connaissez tous certainement, mais avec des limites, hein, avec une présence finalement en termes d'accompagnement de soins qui est à peu près celle qu'on pourrait proposer au domicile privé standard, avec généralement des CMS qui interviennent. Et puis des difficultés en termes, notamment pour ce qui concerne les personnes avec des troubles mnésie cognitifs, développement des démences, qui auraient plus besoin d'un accompagnement social, finalement, d'une forme de guidance que de soins purs et durs, et qui du coup, ne sont pas forcément... Enfin, où clairement, il y a des limites dans ce type de modèle.
Donc là, on va retrouver plutôt des logements pour des personnes atteintes dans leur santé ou avec des démences, notamment. C'est ce qu'on retrouve soit à l'étranger ou en Suisse. Vous avez les fameuses les colocations, en fait, pour des personnes atteintes de démence, et les modèles qu'on connaît aussi en France, sous forme de cantons, des petites unités de vie protégées depuis de nombreuses années. Et puis, on a ces projets sur le canton de Vaud de colocation à Alzheimer qui existent maintenant dans le nord vaudois. Modèle valaisan qui existe aussi, hein, où là c'est le CMS qui va gérer des appartements qui regroupent un certain nombre de personnes, mais qui implique quand même du coup un cadre de vie collectif partagé, alors certes dans un appartement standard, mais avec une forme de vie en collectivité. Et puis une tendance peut-être un petit peu plus récente, mais qui me semble intéressante parce qu'elle prend en compte vraiment cette dimension de l'environnement au sens plus large, c'est ces habitats mixtes et intergénérationnels. Donc par exemple le projet fribourgeois, en ville de Fribourg, en plein centre-ville, d'une zone résidentielle qui regroupe une mixité de public avec des prestations qui sont proposées en termes de soins, mais aussi une gestion par Prosenectute en l'occurrence, avec une dimension de vie communautaire hein, et d'activités qui sont organisées, proposées pour les personnes qui y vivent. Un modèle un petit peu similaire qui a été mis en place sur le canton de Genève, un espace intergénérationnel à Meignier, le Tilleul, qui a aussi l'idée d'un quartier qui constitue un nouveau centre de village, comme ça, et puis qui vise à réunir toute une mixité en fait de publics dans l'idée de vivre ensemble. Donc, pas axé uniquement sur le logement lui-même, mais vraiment sur la réflexion sur l'habitat au sens plus large. Alors, ces modèles innovants, ils élargissent la palette, ils sont intéressants, mais pour l'instant, ils accueillent finalement une petite minorité de personnes. Hein. Ce sont des modèles c'est intéressant parce que typiquement dans l'enquête, le rapport Age, on voit que finalement, il y a relativement peu de personnes qui sont intéressées encore par ce type de modèle. Souvent, on y va encore contraint et forcé quand on a peu d'autres alternatives, mais c'est aussi certainement du fait du manque de connaissances encore de ces nouveaux modèles, alors même qu'ils sont souvent considérés comme comme des solutions idéales par les professionnels et spécialistes. Donc, ce qui sont manqués surtout actuellement, c'est des logements qui soient accessibles, disponibles, mais y compris à des prix abordables. Hein. Pour des personnes qui sont restées très longtemps dans un appartement, par exemple, avec des loyers très bas, retrouver l'équivalent à un loyer abordable, c'est très difficile. C'est une réflexion, me semble-t-il, qu'il faudrait avoir plus systématiquement sur la modularité et l'adaptabilité de l'habitat au cours de la vie. Hein, et ça, on a des choses très rigides avec peu de marge de manœuvre. Et puis une réflexion vraiment sur un habitat intégré avec une dimension communautaire. Hein, que ce soit sur l'environnement, qu'elle porte plutôt sur l'environnement et l'habitat, cette réflexion, plutôt que sur le logement tout seul. Parce que, encore une fois, aménager le logement en lui-même, c'est bien, mais si on ne peut pas en sortir, ce n'est pas très utile. Hein. Et il y a notamment, je fais un clin d'œil à Raphaël Bise, l'importance des espaces publics, hein, des aménagements autour du logement, dans le quartier, dans le village. Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on favorise les déplacements en ayant des bancs, des structures, des endroits où les gens peuvent non seulement bouger, s'arrêter, se retrouver? Qu'est-ce qui se présente comme des obstacles ou au contraire peut favoriser ces mobilités? Alors, il y a des éléments contre lesquels on ne peut pas grand-chose. La topographie, le climat, on l'a vu sur l'enquête. Dans les quartiers lausannois, quand ça monte beaucoup, c'est compliqué, mais les gens trouvent des stratégies. Ils font un trajet à pied, puis un autre en transport public, s'il y en a. Mais ça, c'est des éléments auxquels il s'agit de penser, tout comme la sécurisation des lieux. Hein. Parfois, les gens me disent je ne peux plus aller faire mes courses à tel endroit parce que traverser cette route qui est très pressante, le feu rouge, il est beaucoup trop court, donc je n'ai pas le temps de traverser, etc. C'est extrêmement problématique. Et puis, l'importance de garder des lieux de socialisation qui permettent la rencontre hein, entre les générations, mais aussi entre pairs. Et puis, on a quelques alternatives intéressantes. Hein. Alors, je vous mets un certain nombre de clins d'œil, mais tout de même, la petite épicerie du village qui souvent fait poste aussi, le café du village. Hein.
on a certaines communes qui ont repris à leur compte finalement des lieux de ce type, parce que ça permet de proposer des repas le midi par exemple, de faire sortir des gens de chez eux et se retrouver dans ces espaces, donc de garder un lien, d'effectuer aussi des formes de contrôle, hein. Moi je me souviens, enfin de contrôle ou de... voilà, je me souviens par exemple d'un monsieur qui tenait une petite épicerie dans un village du Gros-de-Vaud. C'était pratiquement l'assistant social de la commune. C'est lui qui était là pour rendre service et puis répondre aux questions des habitants âgés souvent. Donc, c'est des gens qui sont importants. Et vous voyez d'ailleurs que les attentes des personnes retraitées en matière de logement et d'habitat, c'est intéressant parce qu'il ressort très fortement, ben, c'est que le logement soit chaleureux, qu'il y ait des infrastructures à proximité, que ce soit calme. Et en fait, les aspects liés, par exemple, à l'accessibilité en fauteuil roulant, ce genre de choses, eh ben, finalement, ça ressort assez peu dans leurs attentes. Et je conclus avec, je passe rapidement, hein, donc peu de mobilité, des logements qui sont peu adaptés en réalité au vieillissement et au handicap à l'heure actuelle en Suisse. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas s'y arrêter, même si c'est un élément important, mais il ne faut pas s'arrêter au logement uniquement. Des personnes qui sont globalement satisfaites, hein, dans ce qu'elles nous disent, dans le rapport Age en tous les cas, et avec une appréciation de l'environnement qui a vraiment une influence prépondérante sur la satisfaction générale et puis le bien vieillir. Mais ça pose évidemment la question de la capacité à anticiper le vieillissement et d'éventuelles difficultés. Donc, des gens qui n'ont pas forcément l'intention, ne se projettent pas forcément dans une mobilité là où ça pourrait devenir problématique, ce qui veut dire qu'il faut que ce soit nécessaire pour que les gens bougent ou que vraiment on propose des offres différentes, très attractives. Et il y a peu d'alternatives actuellement au logement privé classique. Donc, les pistes seraient vraiment de réfléchir à l'adaptation plutôt de l'existant, tant des logements que de l'environnement, à diversifier des offres en sachant que bah, pour certains publics, il y a des choses qui resteront toujours, comme les EMS, ça c'est bien clair. Et puis, qu'il y a une réflexion à développer au niveau local, communal, des quartiers, des communes. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça, en termes de politique publique, ça se joue en tous les cas. Et de mener une réflexion qui soit concertée en termes, ce qui concerne l'habitat en tous les cas, avec différents partenaires, les pouvoirs publics, mais qui ont souvent peu la main finalement, hein. C'est le secteur privé, c'est le secteur immobilier qui est très peu ou pas du tout impliqué dans cette réflexion, y compris quand il s'agit de faire un peu de rénovation dans des logements, c'est parfois très très compliqué. Et puis ne pas oublier dans cette réflexion les personnes directement concernées, soit les personnes âgées. Voilà, excusez-moi. J'ai été un peu longue, je ne sais pas s'il me restera un petit peu de temps pour échanger. Je vais couper le partage d'écran. Merci beaucoup pour cet aperçu d'éléments très intéressants et importants pour effectivement arriver à bien vieillir chez soi. Moi, j'ai une ou deux questions dont je suppose qu'elles n'auront pas vraiment beaucoup de réponses au vu effectivement de toutes ces pistes qu'on a envie de voir aller se concrétiser, mais qui ne sont pas toutes simples. Je sais pas, je vais pas regarder les questions sur le chat. S'il y a des questions, si quelqu'un veut se manifester. Peut-être ma première question, c'est effectivement, à l'heure actuelle, on a depuis quelques années un délégué aux seniors pour la ville ou commune de Lausanne, je ne sais plus. Et à quel point est-ce que ça peut favoriser justement le fait que les nouvelles constructions soient adaptées, adaptables, modulables? Je ne sais pas si cette notion de Ouais. modularité, elle est déjà, commence à être un peu présente et que l'environnement autour le soit aussi. Oui. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, alors la commune de Lausanne, il y a effectivement Yann Rod, hein, qui était engagé à 50% comme délégué. Et puis, Lausanne fait partie de ces villes qui sont entrées dans le processus de ville amie des aînés. Donc, ils sont labellisés ville amie des aînés. Les principales grandes villes en Suisse le sont d'ailleurs à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il y a une réflexion qui se fait a priori au niveau de tous les services de la ville sur les 8 dimensions qui sont définies donc, par Ville Amie des aînés de l'OMS. Et clairement, la question de l'accessibilité aux différents lieux, mais aussi de l'habitat et du logement, c'est un des axes qui fait partie en fait de ce label, donc qui est censé être réfléchi. Mais comme je le disais, tout ce qui, en fait, le logement et l'habitat,
l'État, alors un peu moins, mais en tout cas ce qui relève du logement, échappe assez fortement au pouvoir public parce qu'il est entre les mains des privés, en fin de compte, du marché privé, y compris à l'heure actuelle, par exemple, ce qui relève des logements donc qu'on appelle protégés, c'est pas forcément un terme très adéquat dans le canton de Vaud, mais il n'y a pas de planification cantonale encore à l'heure actuelle, par exemple, sur les logements protégés. Alors, il faut savoir que c'est un peu en réflexion puis en discussion, mais ça échappe passablement. Alors, il y a effectivement l'idée de faire du logement adapté et qui respecte toute une série de normes. Parfois, ça coûte plus cher et puis tout le monde n'entre pas forcément dans cette réflexion. Voilà, donc on a, disons, du côté des pouvoirs publics, il y a relativement peu de, il y a peu de marge de manœuvre à l'heure actuelle, et il y a peu d'incitatifs, alors même que, je me souviens, on regardait avec Prosenectut, ils avaient évalué par exemple l'adaptabilité du logement, le fait tout simplement de transformer une salle de bain avec une baignoire en salle de bain avec une douche à l'italienne qui permettent à la personne de garder une autonomie dans sa toilette et ce genre de choses. C'est un investissement de peut-être 15 000 francs qui en 3 mois dans un EMS est rentabilisé. Hein, mais on voit bien que c'est de l'argent qui ne va pas au même endroit et en l'occurrence, c'est très difficile à coordonner. Donc peut-être que là, il faudrait des incitatifs un petit peu plus forts, des aides, des soutiens. On a des aides à la pierre qui existent, des aides pour des rénovations, mais peut-être que là, il y aurait des choses à réfléchir un peu différemment. Ouais. Les propriétaires privés investisseurs sont souvent peu présents dans les études, connaît-on leur point de vue à partir d'un tel rapport? Alors, ça, c'est un des gros, actuellement, c'est un des gros angles morts pour moi. Alors ça, je le dis et je le redis tout le temps, ils sont peu concernés, il y a du travail de sensibilisation, de lobbying qu'on essaie de faire aussi un peu auprès des régies privées notamment. Non, alors effectivement, oui, il y aurait des pistes. Alors certainement qu'il faudrait être plus proactif par rapport à des moyens qu'on pourrait mettre à disposition, au fait de subventionner peut-être dans un premier temps, voire à exiger, par exemple pour les logements protégés, le fait d'avoir un certain nombre d'appartements qui soient, enfin, le canton entre en matière pour des subventions du moment que des logements sont disponibles pour des prestataires, pour des personnes qui sont au bénéfice des prestations complémentaires. Ce qui les oblige à avoir des prix, ou au moins pour quelques logements, qui restent abordables pour des personnes qui ont des plus petits revenus. Voilà, ça c'est des pistes. Ce qu'on observe par rapport au logement protégé, qui est assez intéressant, c'est qu'il y a énormément de communes qui mettent à disposition des terrains, par exemple. Ça veut dire que du coup, elles peuvent exiger aussi un certain nombre de critères dans la construction, dans le type de logements qui sont développés, et puis dans la manière de concevoir aussi ces espaces de vie. Et puis moi ça me semble aussi important, alors là dans les plans d'aménagement du territoire ou des quartiers, de réfléchir encore une fois non seulement aux logements eux-mêmes qui sont super jolis, bien adaptés selon des standards X ou Y, mais de réfléchir à la manière, et là je crois qu'il y a un gros travail aussi à faire avec les urbanistes, de mettre en fait en place les conditions cadres qui vont permettre la rencontre entre les publics, entre les générations, l'accessibilité, faciliter à tous finalement, notamment aux prestations et aux différents lieux qui sont élaborés. Parce qu'on voit bien que cette question de proximité finalement du lieu de vie, hein, quand la mobilité se réduit parfois avec l'âge, eh ben, c'est vraiment quelque chose d'important. Un gros enjeu pour moi, c'est clairement les zones résidentielles qu'on connaît encore aujourd'hui, où on a développé ces maisons familiales dans les années 80, 90, quand les gens sortaient de la ville. Hein, et on retrouve aujourd'hui ces lotissements résidentiels, comme les appellent les Français, et où on retrouve aujourd'hui des couples ou des personnes seules âgées et qui sont vraiment très très éloignées finalement des services, des prestations dont elles auraient besoin. Et puis où là, je pense, on ne va pas pouvoir tous les déplacer. Donc là, il faut réfléchir à comment on va amener en fait vers ces personnes-là un certain nombre de services et de prestations. Je vois Muriel Bochu qui lève la main. Oui,
Volontiers, j'avais une question qui était en fait en lien avec les incitatifs financiers. Et je me demandais si, j'imagine qu'il existe des initiatives qui peuvent être assez différentes d'un canton à l'autre, d'une commune à l'autre. Est-ce qu'il existe une sorte d'endroit ou de synthèse qui permettent de prendre connaissance en fait, ou pas fonctionner? Parce qu'évidemment, j'imagine qu'un des challenges, c'est aussi le fait qu'il faut qu'il y ait des collaborations intersectorielles Oui, et absolument. donc casser un petit peu les silos. Et ça, j'imagine qu'autant au niveau de l'État et des autorités publiques que du privé, c'est compliqué. C'est pas juste la dichotomie État-privé, mais c'est même à l'intérieur de l'État, les silos qui existent entre le domaine de la santé, après tout ce qui s'occupe de l'aménagement du territoire et Ouais. dans le fond, de rendre des quartiers adaptés à la personne âgée, en fait. Et par rapport à ces incitatifs financiers, je me posais la question notamment par rapport à la démarche participative, de dire comment faire en sorte de consulter les principales personnes concernées pour que ces incitatifs financiers aillent au bon endroit, en fait. Ouais, vous avez parfaitement raison. Alors, oui, et puis, alors, un des buts visés par la démarche VADA, notamment de Ville Amie des aînés de l'OMS, c'est effectivement de travailler de manière transversale et puis de pouvoir collaborer entre différents secteurs. On est bien d'accord. Et puis ça, c'est effectivement pas toujours tout simple. Et puis on voit bien que les injonctions et puis les impératifs ne sont pas forcément les mêmes. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas un seul lieu, parce que très justement, comme vous le dites, c'est des initiatives qui sont souvent très locales. Donc, je n'ai pas connaissance d'un seul lieu où on aurait fait une recension systématique de l'existant. Alors, on a quelques rapports qui existent, notamment sur l'existant en termes de structure intermédiaire. On a actuellement une étude en cours sur les logements protégés ou avec encadrement qui permettra de dire un certain nombre de choses. Je pense qu'en Suisse, à l'heure actuelle, l'organisme qui est encore le plus actif sur ces questions-là et qui a réuni le plus d'éléments, c'est certainement la Fondation Age, qui a lancé aussi des programmes spécifiques, comme le programme Socius, et tout en allemand, bien entendu, malheureusement, mais malgré tout, qui est assez actif et puis qui a rassemblé pas mal de choses avec un bon nombre de publications, des dossiers thématiques aussi assez réguliers qui permettent de faire une idée un petit peu de l'existant et de différentes initiatives à l'œuvre. Après, c'est vrai que c'est très local, hein. Nous, on l'a vu en faisant aussi cette enquête sur rien que sur l'association Lausanne Région, donc le Grand Lausanne, on voit bien qu'en fonction de qui s'occupe de quel secteur, quelle sensibilité, quels moyens on a à disposition, et puis quelle priorité on va mettre sur quel projet et sur quel public, il y a des très très fortes disparités. Et voilà, on est dans notre organisation fédérale, hein, avec quelques grandes lignes au niveau fédéral, mais en réalité, après, plutôt des planifications qui se font à l'échelon cantonal, voire une opérationnalisation ensuite et des choix au niveau communal. C'est très, très éclaté finalement, ce qui existe à l'heure actuelle encore. Merci. Je vous en prie. Yves, tu aimerais poser une question également? Oui, volontiers. Bonjour. Peut-être avant de poser ma question, je profite de vous remercier pour une présentation très claire et je pense qu'elle complète bien ce qui a été dit dans les deux premières présentations de cette série sur bien vieillir. Je reviens sur la notion de mobilité résidentielle. On peut imaginer facilement le stress à court terme que ça génère et notamment juste avant le déménagement, c'est certainement un stress important. Donc pour passer par là, il faut que ça vaille la peine. Et je me demandais si on a des données à plus long terme sur l'impact en termes de qualité de vie d'un déménagement, de la mobilité résidentielle. Est-ce qu'on va vers du mieux à long terme ou pas forcément? Alors, je ne sais pas s'il existe des données, une grande enquête quantitative sur la question. Je ne saurais dire. J'ai connaissance de plusieurs enquêtes plus qualitatives qui sont effectivement assez intéressantes
Alors, soit on a des choses, notamment chez nos collègues français aussi, sur le déménagement, mais aussi sur le réaménagement du lieu de vie, hein, qui sont assez intéressantes. Alors, ce qu'on observe, c'est que souvent, comme je le disais, ben, le déménagement, il se fait quand c'est nécessaire. Donc, effectivement, alors, un déménagement de manière générale, hein, je crois que nos collègues psychologues ont déjà démontré que c'était un des stress majeurs dans une vie, je crois, juste après le divorce ou un deuil. C'est le plus gros stress qu'on puisse vivre dans sa vie, semble-t-il. Donc, on peut effectivement imaginer que pour une personne plus âgée, ce soit encore d'autant plus compliqué, surtout quand on est dans un même lieu depuis très, très longtemps. D'où souvent ce souhait de, si déménagement il doit y avoir, qu'il puisse se faire dans un périmètre connu, dans la même commune ou vraiment dans les environs. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Mais je n'ai pas connaissance effectivement d'une enquête de ce type. Il faudrait la faire. Ça serait bien. Ça serait intéressant. C'est vrai que c'est ce qu'on a, ben, ça parle, c'est plus souvent des données sur l'adaptation, sur l'appropriation des lieux quand on s'installe en maison, en institution, en EMS finalement. Et puis où là, il y a des choses très, très intéressantes, y compris d'un point de vue qualitatif. Alors, moi, j'aime bien en tant que sociologue sur la manière dont les gens vont se réapproprier ces espaces et ce qu'ils vont faire et comment ils vont les investir. Mais c'est vrai qu'on a une enquête de Novik et Talino, dont je pourrais vous donner les références, mais Laurent Novik et Alain Talino ont mené une grande enquête il y a quelques années sur la mobilité résidentielle en milieu de retraite, comme ils l'ont appelé. Donc, qui est vraiment cette mobilité, non pas pour aller vers une institution, mais vers soit du logement ordinaire, donc un autre logement, voilà, par exemple, villégiature, comme je l'indiquais, ou un souci de se rapprocher des proches, ou pour sécuriser, se rassurer soi-même, se rapprocher, par exemple, voilà, d'infrastructures, de services, ou pour rassurer les proches parfois. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir le rapprochement qui se fait avec la famille, où il y a beaucoup dans les discours, on souhaite se rapprocher peut-être des enfants ou d'autres proches, mais quand même pas trop. Il faut toujours garder une bonne distance finalement, hein. Et d'ailleurs, la cohabitation intergénérationnelle au sein des familles, elle est extrêmement rare en Suisse. Ça représente un tout petit pourcentage des personnes âgées. On a parfois des situations où les gens vivent dans la même maison, mais enfin, dans le même immeuble, dans deux appartements différents, dans le même quartier, mais rarement dans le même logement, en réalité. Mais je dirais oui, alors Laurent Novik et Alain Talino, peut-être là, il y a quelques éléments qui pourraient être intéressants, effectivement. Merci. Je vous en prie. Oui, encore des questions qui apparaissent là sur la chat. Question de Christine Sterdali sur le fait, y aurait-il des communes, cantons qui auraient intégré des conditions cadres sur la question de l'intégration communautaire de l'habitat protégé? Alors, il y a effectivement des communes qui, alors, quand je parlais par exemple de l'exemple du projet Diabolo Mante à Fribourg, clairement, là, on est dans une volonté effectivement d'intégrer ces dimensions-là et d'avoir ces démarches communautaires. On a aussi des projets, alors qui sont intéressants, mais les projets de coopératives d'habitation, par exemple, qui ne concernent pas forcément que des personnes âgées, mais elles vont aussi dans ce sens-là, avec l'idée effectivement d'intégrer un petit peu ces dimensions-là. Après, on a assez peu dans les typologies qu'on fait, dans les différents types d'habitats intermédiaires ou alternatifs, on a des formes d'habitat qui sont plus portées aussi par les personnes elles-mêmes directement concernées, qui vont monter finalement des projets et puis être soutenues. On n'en a pas beaucoup chez nous. On a plutôt des projets institutionnels ou portés par des institutions, par des professionnels qui vont s'adresser, donc qui ne sont pas tellement des projets d'habitat par les personnes elles-mêmes, mais plutôt des projets d'habitat pour des personnes
âgées. Donc, il y a quelques communes, je dirais, qui sont impliquées effectivement dans certains projets de logement, de nouveaux quartiers notamment, et puis où là, je pense que cette dimension, elle est quand même assez présente et puis réfléchie. Après, comment on la met en œuvre et puis comment elle évolue au fil du temps, bah, ça, ce sera des choses à documenter et puis à suivre. Je crois qu'il y a une question encore sur la pertinence réelle pour les logements protégés. N'est-ce pas justement dans certaines régions semi-rurales du plateau suisse, on en a vu un fort développement pavillonnaire dans les années 90, que cela ferait sens puisque leur étalement géographique rendait les soins à domicile peu efficaces. Alors, je complète peut-être. Non, la question au fond, c'est le logement protégé, il y a un paradoxe, en fait, il y a une espèce d'engouement à en construire, et puis à l'inverse, on voit que la mobilité, elle diminue en fonction de l'âge, et puis finalement, personne, et on en fera partie, je pense, a envie d'anticiper la fin de vie en déménageant à 75 ans pour être sûr d'être au bon endroit au moment où ça se passe. Donc en fait, la question c'est si on doit conseiller des communes aujourd'hui, au fond, sur la question du logement protégé, quel est le bon conseil? Est-ce qu'il y a des communes, est-ce qu'il y a des situations en termes d'urbanisation passée qui devraient plutôt inciter certaines communes à aller de l'avant sur le logement protégé? Au-delà de la question SPC, enfin prestation complémentaire, pardon, effectivement, qui est donc abordabilité financière de ce qui est proposé. Oui, alors, ce qu'on constate, c'est que ça marche. Alors, j'attends encore de faire la grande étude sur les... On verra ce qui sortira de l'enquête qui est en cours et actuellement mandatée par la Confédération sur les publics finalement des logements protégés parce qu'on n'a pas clairement une vraie vue d'ensemble. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est que ces logements protégés, ils s'adressent à une certaine catégorie de public aussi et une certaine catégorie sociale. D'une part, donc de personnes qui ont soit pas beaucoup ou des moyens un peu plus limités que ceux qui ont plus de moyens, clairement, ils choisissent d'autres options. Ça marche bien dans les régions. Alors, effectivement, l'arc lémanique, typiquement, ça marche bien parce que dans les régions où il y a des pénuries de logements, ça fonctionne bien. Ce qu'on a observé, par exemple, c'est que dans des régions comme le Val de Travers, où il y a eu des propositions, par exemple, ça marchait pas forcément très bien parce que les autres, disons parce que les autres objets disponibles sur le marché étaient suffisamment intéressants encore pour que les gens finalement ne choisissent pas ce type d'option. Là où je pense que ça peut être intéressant et où il me semble que ça marche effectivement pas trop mal, c'est en effet dans ces régions où on a peut-être passablement semi-rural, oui, où on a passablement de propriétaires qui vont se retrouver avec l'avancée en âge dans des logements qui sont plus super adaptés, où il n'y a pas forcément beaucoup d'appartements ou moins d'appartements pour l'instant, mais qui seraient des personnes qui souhaiteraient rester dans ces régions ou à proximité. Et puis, où là, peut-être que ça sera une piste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore relativement peu d'anticipation. Hein, et puis souvent, quand les gens finissent par devoir le faire parce que ça devient trop problématique là où ils sont, c'est déjà des fois trop tard. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail en amont à faire. C'est intéressant hein, pour vous dire quand même l'évolution. Je donnais dernièrement, on m'a demandé dans le cadre d'un master de l'Uni de Genève et de la HEIGVD avec des ingénieurs et des étudiants plutôt dans le domaine de la construction, on m'a demandé un cours en fait sur ces questions-là. Et puis un étudiant me demandait finalement si le fait d'avoir des échanges de logements hein, était quelque chose de courant, pas forcément alors de la modularité, mais de pouvoir effectivement troquer et dire, voilà, moi je suis dans une période de ma vie où c'est plus le type de logement dont j'ai besoin, mais dans quelle mesure il y aurait des possibilités de faire des échanges finalement à des conditions à définir pour trouver quelque chose qui correspondrait mieux. Puis c'est vrai que ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout... qui n'existent chez nous, en tout cas, très très peu. Tout comme on se rend compte que dans certaines régions, la vie communautaire partagée, ce qui marche très bien avec les logements dominos, par exemple, en Valais, où on a visiblement des publics, souvent des femmes, mais pas seulement, mais qui ont vécu encore
c'est encore des femmes aujourd'hui ou des personnes qui ont vécu quand même dans des vies beaucoup plus communautaires, dans des petits villages ou dans certaines périodes de l'année. C'est des modèles qui marchent assez bien. Dans d'autres régions, ça n'a pas du tout fonctionné, ces modèles-là. Absolument pas. Donc, il y a des aspects, j'aime pas tellement ça, mais il y a quand même des dimensions un petit peu culturelles et puis d'habitude de vie qui sont certainement à prendre en compte. Et puis, c'est pas un modèle qui est applicable clairement pour tous les publics. Ça, c'est certain. Merci. Prie. Je crois on va clore sur ces considérations intéressantes et tous ces défis à relever pour les prochaines décennies. Je pense effectivement que ça sera un grand défi de relever à la fois le fait que les gens n'ont pas envie d'anticiper ces aspects-là et il faudrait que finalement tout soit modulable dès le départ, ce qui est bien entendu pas possible, mais je pense qu'il y a de quoi améliorer encore les choses et les nouvelles constructions en tout cas. Et voilà, je trouve vraiment très intéressant tous ces aspects qui vont vraiment venir au premier plan avec les baby boomers qui atteignent ces âges-là, voilà, dans les villes comme dans les campagnes. Et je pense en effet que les aspects culturels sont quand même vraiment quelque chose qui change la donne entre la ville, la campagne, etc. Absolument. Merci. Je pense que je vous renvoie avec plus de questions que de réponses, hein. Ça l'intérêt. Il y a du boulot pour nous, en tous les cas, dans les années à venir encore. C'est ça l'intérêt de ces présentations aussi, c'est de voir ce qu'on sait et puis ce vers quoi ça nous mène. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à tout le monde. Bonne suite de journée, au revoir. Merci. Bonne journée, à bientôt.